sur 16 heures d'effort, on a forcément des coups de mou, mais l'autre prenait le relais, et puis après, ça s'inversait. Enfin, en fait, c'était hyper... Pour le coup, c'est vraiment une cordée qui marche bien, un copain avec qui j'ai l'habitude de sortir. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé, tu vois, dans le truc de... Bon, bah voilà, je suis capable de faire ce genre de choses. Il suffit de se faire confiance, au final. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh bien écoute, bienvenue Ilona sur le podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés. Merci beaucoup à Victoria de chez Simal d'avoir coordonné tout ça. Moi j'adore travailler avec eux parce que, enfin avec Simal en général, avec Victoria et Marie en particulier, parce que c'est systématiquement des profils effectivement bien frappés qu'elles m'envoient. Donc j'ai hâte qu'on puisse échanger sur ton parcours à toi. Eh ben, salut, merci, oui, comme tu dis déjà à Vic de nous avoir mis en contact, et puis merci à toi aussi pour l'invitation. Je suis super contente d'être là. On va se régaler. Ce que je te propose, Ilona, c'est de nous expliquer dans les grandes lignes ce que tu fais aujourd'hui, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu y trouves. Ouais, et ben avec plaisir. Alors, du coup, en parallèle, je fais quand même des études, mais en parallèle de ça, je fais de l'escalade sur glace en compétition. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dérivé de l'escalade, comme on a pu voir par exemple au JO, mais avec du matériel d'alpinisme, donc des piolets dans les mains et des crampons aux pieds. Excellent. Et donc, si je me trompe pas, il y a plusieurs types d'escalade sur glace, c'est ça? Tu as de l'escalade effectivement sur glace, mais tu fais aussi, toi, une variante qui est le dry tooling, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, tu as le même équipement, mais pas sur de la glace. En fait, à l'origine, ce sport, il se pratiquait uniquement sur la glace. Et puis, en fait, au fil des années, le niveau a augmenté et la glace a plus suffi à départager les grimpeurs entre eux. Donc, du coup, maintenant, on grimpe aussi sur des prises en métal ou en bois ou alors en résine. Ça permet de faire des voies qui sont plus techniques, plus variées et aussi plus physiques que la glace. Du coup, souvent, nos voies, elles sont coupées en deux parties. On passe, par exemple, on part sur la glace et puis après, on passe en dry tooling et on peut même refinir sur la glace. Enfin, ça dépend les murs. Mais voilà. Du coup, c'est un peu, c'est deux disciplines en une. Excellent. Et donc, comment est-ce que vous vous départagez? Est-ce que c'est uniquement le chrono final? Est-ce qu'il y a des passages obligatoires, des sortes de, un peu comme en patinage, des figures imposées Ouais. techniquement? Alors en fait, dans ce sport, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux disciplines. Il y a la vitesse, qui s'apparente à la même chose que la vitesse en escalade, où t'as un mur de glace et il faut monter le plus vite possible en haut. Celui qui est le plus rapide gagne. Moi, je pratique pas du tout cette activité-là. Et ensuite, il y a la difficulté. Donc, t'as une voie, un temps imparti, et tu dois monter le plus haut possible dans cette voie. Qui a été ouverte exprès pour la compétition, donc personne n'y a grimpé auparavant. Ok. Sachant que quand tu dis personne n'y a grimpé auparavant, tout le monde le découvre le jour de la compétition, ou vous avez quand même le droit d'aller repérer en avance Alors, c'est une bonne question. En fait, tout le monde ça dépend les formats de compétition, mais par exemple en Coupe d'Europe, on reçoit une vidéo la veille des voies de qualification. Et donc c'est un grimpeur, en général c'est le grimpeur qui a ouvert la voie qui réalise cette voie, donc comme ça on repère tous les mouvements, toutes les prises en avance.
Et bah du coup le travail à faire la veille, c'est vraiment d'apprendre tout au millimètre près, comment tu vas te placer, quand est-ce que tu vas clipper les dégaines, etc. Et puis ensuite le lendemain, bah on part dans la voie. Soit on part dans les premiers et du coup bah on a vu personne grimper dedans. Soit on part plutôt dans les derniers et du coup on peut regarder tous les grimpeurs avant Mhm. nous. Ça c'est aussi chouette. Et par contre après quand tu passes en finale, là t'es complètement ce qu'on appelle à vue. Donc du coup t'as juste un moment où tu repères au pied de la voie les prises, les mouvements, etc. Et ensuite tout le monde part s'isoler et tu vois personne grimper dedans. Donc c'est Ah, excellent. un peu différent. Ah, génial. Et du coup, ces voies, toi, tu disais que tu as choisi l'option de la difficulté plutôt que de la vitesse. Est-ce que ces voies, elles sont conçues pour être terminées? C'est l'idée? Ou même si c'est extrêmement dur? Ou est-ce que ça arrive que des fois, même le grimpeur qui ait créé la voie, il sait que potentiellement personne Ça, n'arrivera en haut? ouais. Alors, l'objectif des ouvreurs, c'est qu'il y ait en général au minimum un top. Donc un top, c'est quand un grimpeur réussit la voie, on dit qu'il a topé la voie. Donc du coup, l'objectif de l'ouvreur, c'est qu'il y ait un top et après que ça se départage progressivement, donc qu'il y ait des grimpeurs qui tombent un peu à chaque niveau. Faut éviter en général qu'il y ait un gros pas dur qui fasse Mhm. tomber tout le monde parce que bah même pour les spectateurs, c'est pas intéressant et puis pour les grimpeurs, c'est aussi hyper frustrant. Donc en général, les voies elles sont assez progressives et les mouvements un peu aléatoires, ils sont plutôt vers le haut. Après bah il y a des ratés, personne ne réussit les voies ou tout le monde réussit, c'est aussi hyper frustrant de d'être départagé parce que du coup quand tout le monde réussit une voie, t'es départagé au chrono et ça, quand tu t'entraînes toute l'année pour être le plus fort et que au final, bon, j'ai pas ce problème, hein, mais que au final tu finis, enfin que tu peux pas être départagé vraiment à ton juste niveau, c'est aussi frustrant. Ok. Sur la difficulté, peut-être pour que ça parle. Alors moi, je suis complètement un novice dans ta discipline. Dans l'escalade en général, j'ai eu quelques invités qui pratiquaient de l'escalade. J'avais eu le plaisir notamment de recevoir Liv, Ouais. qui est double championne du monde d'escalade entre autres. Et si je dis pas de bêtises, qui était la deuxième femme au monde à avoir réussi une 8C+. J'espère que je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça. En termes de difficulté, est-ce que enfin, ça se situe où, toi, les compétitions, quand tu parles, les murs qui sont considérés comme étant difficiles versus les murs de vitesse, c'est quel niveau de difficulté que vous avez? Alors en fait, on peut pas du tout parler en cotation d'escalade parce D'accord. que ça a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes cotations. En dry tooling, il y a des cotations pour la falaise, pour l'extérieur. Par contre, pour la compétition, pour le moment, en fait, c'est quand même un sport qui est encore en train de s'institutionnaliser. Et du coup, il y a pas, enfin, les ouvreurs font un peu au feeling pour le coup. Ils connaissent les athlètes et ils connaissent à peu près le niveau enfin, qui a besoin pour faire tomber les grimpeurs. Mais voilà, c'est encore en cours de développement. Ok. Donc difficile à dire. Ok. Ok, ok. Bon, et en tout cas, visuellement, pour ceux qui n'y comprennent rien comme moi, j'imagine que ça t'arrive de te retrouver sur des murs complètement avec des passages en dévers ou ce genre de passage un peu technique hyper impressionnant. Ah oui, bah c'est un peu le propre du sport et enfin en tout cas moi c'est ce que j'aime bien. Mais je comprends que ça paraisse impressionnant pour quelqu'un qui pratique pas du tout. Après dès que tu mets un peu un pied dedans, ça démystifie quand même Ok. vite la chose. Et en parlant de mettre un pied dedans, comment t'es arrivé dans cet univers, toi, et qu'est-ce qui fait que t'as accroché? Alors à la base, en fait, je connaissais pas du tout, enfin, je savais pas du tout que c'était possible de faire de la compétition en escalade sur glace. Je viens des Pyrénées et je voulais me professionnaliser dans le milieu de la montagne, donc je suis venue dans les Alpes au lycée à Moutier en Savoie, qui était un lycée section montagne. Et en fait à Champagny-le-Haut, donc à 1 heure au-dessus de Moutier, en Tarentaise, il y avait une équipe jeune d'escalade sur glace et du coup c'est par le biais de cette équipe que j'ai découvert bah, ce sport. À la base, c'était vraiment pas, enfin l'idée de faire de la compétition,
c'était vraiment pas mon truc, ou c'était pas quelque chose qui me faisait envie. Mais par contre, je me suis vite dit que c'était un super bon entraînement pour la montagne, pour l'alpinisme, qui à la base est quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà. Et puis au final, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ça pouvait être une activité à part entière. Et même si j'aime bien toujours ramener ça aussi à la montagne, ça me donne plus de sens. Ça donne plus de sens à ce que je fais, on va dire. Mais maintenant, il y a plein d'athlètes qui font de l'escalade sur glace en compétition et pas de montagne à côté. C'est vraiment deux choses quand même qui peuvent être indépendantes. Et c'est quels aspects de la discipline que tu apprécies le plus? C'est le fait d'imaginer la manière dont tu vas pouvoir passer sur un mur, c'est les sensations que tu trouves quand ça devient vraiment difficile? Ouais, je pense c'est difficile à dire, c'est sûrement un mélange de plein de choses. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est vraiment me battre dans l'effort. C'est quand même des efforts qui sont assez courts et intenses par rapport à, par exemple, l'endurance. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'aime bien vraiment sentir que tu penses que tu vas tomber, en fait non, tu peux faire un mouvement de plus, encore un mouvement, et tu te bats vraiment contre la gravité. Ça, j'aime bien, et je pense aussi se sentir un peu quand tout va bien et que tu te sens un peu voler dans les voies, tu te sens en forme, c'est trop satisfaisant. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent, mais la première, en règle générale, c'est quoi le chrono que tu fais pour arriver en haut d'un mur? Pour qu'on se rende un peu compte, tu vois, de la durée de l'effort. Ouais, en fait, donc c'est un temps qui est imposé par l'équipe des ouvreurs et qui dépend de la taille du mur et de la longueur de la voie. Donc en fait, entre les coupes d'Europe, enfin déjà championnat de France, les coupes d'Europe et les coupes du monde, les murs c'est pas du tout les mêmes. Donc en fait, ça varie vraiment. Ça peut aller de 3 minutes 50 pour les garçons en général, c'est assez rapide, à 6, 7, 8 minutes pour des longs murs. Ok. Mais 8 bon, minutes, ça commence à faire long, là. ça commence à faire long, ça dépasse rarement 8 minutes. Ouais. Mais c'est vrai que entre des efforts de qualif, parce que souvent, du coup, les qualifications, elles sont plus rapides, entre des efforts de qualif et des efforts de finale, c'est quand même pas vraiment les mêmes efforts. Physiquement, t'es dans quel état, à quel niveau est-ce que c'est exigeant du coup quand t'arrives, tu vois, au bout des 4, 5, 6, 8 minutes Euh, bah, difficile de répondre parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui vont être limitées, surtout chez les filles, je dirais, en force plutôt max, tu vois, force biceps, et du coup qui vont tomber plus tôt parce que les mouvements sont durs, isolés. Et il y a d'autres profils de grimpeurs qui vont plutôt être limités sur la durée, et du coup qui vont tomber parce que c'est en escalade on dit on tombe en rési, enfin on monte en rési, et puis du coup après tu lâches, t'as les mains qui s'ouvrent, t'as plus assez de force parce que t'as consommé toute ton énergie sur la durée, quoi. Moi, je pense que je suis plutôt dans ce deuxième type de cas où j'ai un assez bon physique de base pour passer des mouvements qui sont blocs, qui sont intenses, mais par contre, sur la durée, je peux vite m'effondrer. Et étonnamment, chez les filles, on a plutôt l'autre profil qui est celui très résistant sur la durée et un peu moins physique. Voilà. Du coup, tu surveilles ton poids ou pas? C'est un sujet, ça, dans l'escalade sur glace, le dry tooling? Je pense dans l'escalade et l'escalade sur glace, c'est encore un gros sujet parce que forcément t'es toujours confronté à ton poids, en fait, ramené à ton poids. Tu peux pas l'ignorer et faire comme si tu sentais pas que t'as 2 kilos en trop. Après, moi j'essaye de pas trop jouer dessus. Je fais attention à ce que mon poids il soit stabilisé. Je sais à peu près à combien est mon poids de forme. Mais par contre, j'évite vraiment de jouer dessus. Je sais qu'il y a des athlètes qui font des sèches avant les compètes, etc. Moi, je pense que ça impacte rapidement mon moral, et du coup, après, au final, je peux vite faire des contre-performances parce que je suis pas bien dans ma tête. Voilà, pour l'instant, peut-être au final, là, je suis encore
hyper jeune et assez nouvelle dans la discipline. Peut-être que ça sera un facteur sur lequel je jouerai plus tard, mais là, je pense que j'ai déjà plein de choses sur lesquelles travailler qui sont beaucoup plus importants pour... Bien sûr, je fais attention à bien manger, mais perdre du poids, c'est pas trop un sujet. Ok. Tu viens de dire, du coup, t'es encore jeune et récent dans la discipline. Donc, t'as 21 ans. C'est quoi 20 ans même. 20 ans? Oui. Ah bah, tu vois, avec Victoria, on t'avait donné un an de plus. 21. Non. Ok, donc 20 ans. C'est quoi la moyenne d'âge? Enfin, est-ce que t'es effectivement, tu vois, relativement aux autres, est-ce que t'es effectivement jeune aussi? Ouais. Ou pas forcément? Et ben là, en fait, c'était ma première année en senior. Donc, c'est ça qui est assez fou. C'était à la fois ma première année à l'international, hein, enfin, sur les Coupes d'Europe, et aussi ma première année en senior. Donc, c'était vraiment plongeant dans l'inconnu. Donc, ouais, c'est un sport, je dirais que c'est quand même un sport à expérience, dans le sens où, bah, par exemple, là, en escalade, on voit émerger quand même, enfin, pour comparer avec l'escalade sportive, on voit émerger des grimpeurs très forts, très vite, enfin, très jeunes, bah, comme Mejdi ou Oriane Berton, par exemple. Et c'est vrai que pour l'instant, en dry, il y a moins ça, et les athlètes qui percent, en tout cas chez les femmes, je dirais que c'est elles ont plus vers ouais 20, 25, même 30, et il y a même des athlètes encore plus âgés. Donc Ok. donc bah oui, je pense que c'est sûr que l'expérience elle joue quand même un gros rôle dans ce dans cette activité-là. Et toi, c'est quoi ton ressenti, ton expérience de la compétition et de la discipline pour le moment, en étant, est-ce que tu es la plus jeune, une des plus jeunes du circuit? Bah, en senior, du coup, là, je fais partie des premières années, enfin, oui, quand tu as 20-21 ans, tu fais partie des plus jeunes seniors, mais on est quand même plusieurs à être nés entre ouais 2004 et 2000, on va dire. Oh là là, 2000 et 2004, oh punaise, je prends un coup de vieux là. Mais bah, mon ressenti par rapport à ça, c'est sûr qu'il a pas mal évolué cette année. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avant de partir en compétition. Et j'étais hyper excitée à l'idée de grimper avec des filles super fortes, super expérimentées. En fait, en France, on a quand même pas beaucoup de repères. Il y a pas beaucoup de femmes, hein, en sachant qu'en plus cette année, Marion, qui est la numéro 1 française, elle était enceinte. Donc en fait, j'étais un peu au milieu des gars, et c'était hyper cool pour s'entraîner. Par contre, pour avoir des repères, c'était plus compliqué. Mhm. Et, et au final, bah, j'ai été hyper surprise de voir que bah, c'était, enfin, alors pas les meilleurs, mais que c'était accrochable, c'était faisable. Et du coup, je finis un peu la saison bah, hyper motivée pour la suite et en ayant pris pas mal d'expérience cette année. C'est quoi pour le moment ton palmarès, si on rentre un peu dans le détail? Alors, eh ben, justement, je suis arrivée sur les premières compétitions. Comme je te disais, je savais pas à quoi m'attendre. C'était difficile de fixer des objectifs en début d'année avec mon entraîneur. Ce que je savais que j'avais envie de faire, c'était podium au championnat de France. Au final, ça c'était en novembre, donc je fais vice-championne de France. C'était hyper cool, mais mentalement, c'était quand même... je suis une cracotte mentale, je peux très vite m'effondrer. Et les championnats de France, j'étais mitigée. J'étais contente du résultat, mais pas très contente de ma grimpe. Et ensuite, bah, je suis partie dans la foulée en Coupe d'Europe avec toute l'équipe. Et donc là, première Coupe d'Europe, énorme surprise, je passe en finale. Donc il faut être dans les 8 premiers pour passer en finale. Je fais 8e, donc c'était fou pour une première Coupe d'Europe. Et au final, en finale, je crois qu'après je fais 6e, quelque chose comme ça. Donc pas si pire, enfin assez étonnée. Et en fait, toutes les Coupes d'Europe se sont un peu déroulées comme ça, où
à chaque fois, bah, je terminais en finale. J'ai fait les finales de toutes les Coupes d'Europe et j'avais toujours l'impression, un peu syndrome de l'imposteur, d'être là au milieu de filles qui étaient tellement fortes. Et bon, bah, en fait, c'était trop bien. J'ai essayé de profiter juste de prendre ce qu'il y avait à prendre en étant un peu, enfin, tu vois, sans trop réaliser ce qui Ouais. se passait. Et la cerise sur le gâteau, ça a été la dernière, parce qu'il y a eu, donc, je crois, 5 étapes de Coupe d'Europe. Donc, où je rentre en finale à chaque fois. Je fais entre 6 et 8, il me semble. Et cerise sur le gâteau, dernière Coupe d'Europe. Alors, c'était la plus dure à gérer mentalement parce qu'au final, bah, les premières, j'avais aucune attente. Et au fur et à mesure, forcément, tu rentres en finale à chaque fois. Bah, à la fin, t'as envie de rester en finale. Et je savais aussi qu'il y avait le classement général, enfin, le podium du classement général qui se jouait. Donc, du coup, beaucoup plus de pression, un peu des attentes, enfin, je m'avouais pas vraiment, mais elles étaient là. Et donc, je fais des qualifs horribles. Enfin, je me sentais trop mal dans ma grimpe. Il y avait des demi-finales. Je rentre dernière qualifiée en demi. Je fais les demi, ça se passe trop mal. Je passe dernière qualifiée en finale. Et donc là, en finale, enfin, mes coéquipiers, ils me disaient, mais là, enfin, faut tout donner maintenant, t'as plus rien à perdre et tout. Et en fait, du coup, je suis partie en finale, j'étais dans un super bon état d'esprit, en me disant, bah là, enfin, c'est trop bien ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance, j'ai une bonne étoile, continuons dans cette lancée. De toute façon, j'étais 8e qualifiée, donc je pouvais pas faire moins bien. Au pire, j'étais 8e, et puis au mieux, bah, ça marchait, quoi. Et au final, bah, je fais deuxième de cette étape. Et c'était une énorme surprise. Dans ma tête, je me sentais tellement pas capable de monter sur un podium de Coupe d'Europe que bah, c'était une trop bonne leçon de voir qu'en fait, bah, tout est possible et ça sert à rien de partir avec, en se mettant des barrières, quoi. C'est clair. Donc Super voilà, bel ma apprentissage saison. là. Ah bah là, j'ai l'impression d'avoir plus évolué en une année qu'en 10 ans de vie. Non Et mais c'était où cette manche enfin cette Coupe d'Europe où t'as fini deuxième? c'était en Angleterre. En Angleterre, ok. Ouais, c'était pas très loin. Ok, ok. Donc Ah, voilà. fabuleux. Et du coup, tu disais un peu plus tôt que toute la discipline est en train de se structurer et que finalement, c'est encore assez récent. Mais est-ce qu'il y a déjà tu vois, des gros rendez-vous internationaux que tu as en ligne de mire, comme, je sais pas, dans l'univers du trail que je connais un peu plus, l'UTMB, tu vois, qui est devenu vraiment de manière non officielle un peu la finale des championnats du monde d'ultra trail. Est-ce que tu as des grandes dates comme ça que tu vises pour d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans Bah déjà à plus court terme, l'objectif ça va quand même être de participer aux Coupes du Monde. Mhm. Cette année, j'ai fait que la France et la Suisse. Et là, pour le coup, mentalement, je me suis effondrée. Il y avait enfin, j'avais trop de pression. Tout était trop. Bah, en plus, en France, t'es à la maison, il y a tout le monde. C'est difficile. Enfin, pour moi, c'est plus difficile que quand t'es à l'autre bout de l'Europe et que tu connais pas grand monde. Du coup, bah, ça va être vraiment de participer, de faire mon expérience vraiment en Coupe du Monde, sur les murs de Coupe du Monde. Donc, bah, l'année prochaine, il devrait y avoir la France et la Suisse encore. Il y a aussi la Corée, les États-Unis et le Canada. Voilà, je sais pas si je vais faire tout, enfin si je vais prendre le départ de toutes les coupes du monde, mais en tout cas, je vais en faire plus que cette année. Mhm. Ça fait plusieurs fois que tu parles, t'évoques l'aspect mental. Ouais. Encore une fois, avec mon œil de novice, de tout ce que tu me racontes pour le moment, moi, l'image que j'ai en tête, tu vois, surtout quand tu parles Ah, je t'ai euh, perdu. des murs que vous découvrez au dernier moment et pour lesquels vous pouvez pas regarder ce que font les autres concurrents. Enfin, j'imagine que là, l'aspect visualisation est méga important. Ça me fait un peu penser, tu vois, des pilotes de Formule 1 ou des pilotes d'avions de chasse qui, les yeux fermés, se refont leurs manœuvres, etc. Tu dirais que ça, avant qu'on rentre dans le détail sur toi, où est-ce que tu te vois sur cet aspect force mentale, tu dirais elle a quelle part la visualisation dans ta discipline? Elle a vraiment un impact énorme. En fait, il y a non seulement la visualisation, donc te voir faire les mouvements, comprendre les mouvements,
les intégrer, mais il y a aussi tout l'aspect mémorisation. Comme je te disais, quand on reçoit les vidéos la veille, on a entre 1 et 3, 4 voix de qualif. En général, c'est 2, mais on peut en avoir 4 sur les Coupes d'Europe. De voix à mémoriser. Donc, c'est des vidéos qui font environ 5-6 minutes. Ça fait beaucoup d'informations à traiter. C'est sûr que quelqu'un qui arrive rapidement à enregistrer les mouvements et puis qui peut après les reproduire sur le mur. En fait, il y a des grimpeurs qui arrivent ils apprennent la vidéo, ils se voient la faire et une fois qu'ils sont vraiment dans la voie, ils ont l'impression d'avoir déjà grimpé les mouvements. Ça, c'est un peu le Graal, quoi. Autant dire que j'y suis pas du tout. Mais c'est l'objectif. Ok. Non, c'est hyper important, ouais. Et en fait, même plus largement, l'aspect mental dans ce sport, je trouve, tu vois quand même l'hiver se motiver pour aller s'entraîner dans le froid par -10, tu prends l'onglet, ça fait peur. Enfin, c'est pas hyper naturel de tomber, de grimper avec des piolets, tu vois, des objets quand même tranchants. Tout ça, je trouve, pour faire aussi à côté de l'escalade en salle, parce qu'on s'entraîne beaucoup en escalade, en fait, c'est un engagement qui est vraiment différent et enfin gérer cet aspect-là aussi, la peur, c'est vraiment quelque chose. Faut réussir à passer au-dessus si tu veux progresser dans cette discipline. Et comment t'arrives à le faire, ça, toi? En fait, déjà, je pense que c'est un peu des tempéraments. Il y en a, ils vont juste pas comprendre qu'on se fasse du mal. Non, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que c'est un effort sans vraiment l'être. Enfin, ou alors que je prends du plaisir aussi dans cet effort-là. Aussi, peut-être le fait de faire de la montagne à côté. De toute façon, en alpinisme, t'es forcément confronté à des conditions. Enfin, t'es rarement dans des conditions Idéal, de parfaite, confort, ouais, tu vois. ouais. T'as froid. C'est quand même rare que tout aille super bien, sauf quand t'es en train de grimper au soleil sur du bon rocher. Mais sinon, t'as souvent froid, t'as aussi peur, t'as des doutes. Au final, là, après, quand nous, on est sur nos structures d'entraînement, ça reste plus facile, enfin, je trouve, que quand t'es au milieu de ta voie en montagne, un peu au milieu de nulle part. Ouais. Après, si tu viens de l'escalade sportive et que tu t'entraînes en salle, je comprends complètement que ça soit hyper déroutant de venir t'entraîner dehors. Enfin, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire, toi, que t'es, pour reprendre ton terme, une cracotte? C'est par rapport à quoi? Des feedbacks que t'as eu? Est-ce que t'as l'impression que les autres athlètes, qu'est-ce qui te fait dire ça, par curiosité? Alors déjà, ça va te paraître assez étonnant, mais je pense pas être hyper compétitive à la base comme personne. Et du coup, non mais c'est vrai, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment animées par la compétition, et en fait, moi non. Enfin, moi là, ce qui me plaît dans ce sport, déjà c'est l'activité en elle-même vraiment au plus profond de moi. Et je sais que c'est un levier, la compétition, c'est un levier pour que je devienne meilleure, pour me tirer vers le haut. Mais c'est pas du tout instinctif et naturel. Donc du coup, on fait un gros travail sur ça en ce moment. Donc j'ai commencé la prep mentale en fin de saison là, parce que le bilan de mon prep physique de mon entraîneur à la fin de l'année, avec lui, on a fait le bilan et c'était prends une prep mentale. Tout va bien physiquement, tu progresses et tout, mais en fait, j'ai du mal à grimper à mon niveau en compétition, donc en fait, je grimpe toujours moins bien en compétition que à l'entraînement. Et ça, c'est hyper frustrant. Et en même temps, je sais que c'est un levier vraiment qu'il faut que j'actionne pour progresser à tout prix. Voilà. Ok. Aussi, le stress, en tout cas là en escalade en dry tooling, dès que t'es stressé, tu serres beaucoup plus les piolets, t'es beaucoup plus tendu dans les mouvements, beaucoup moins relâché. Donc en fait, ça a un vrai impact sur ta performance parce que tu te fatigues beaucoup plus vite et tu Et oui. tombes, quoi. Et oui. Et ouais. Parce que en termes d'effort, du coup, pour qu'on se rende compte, tu dirais que c'est quoi? C'est un effort qui est extrêmement, enfin, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais
c'est plutôt des mouvements qui demandent tu vois, de l'explosivité plutôt que d'être. Enfin, je veux dire, est-ce que tu dois parfois rester, tu vois, sur des prises pendant 1-2 minutes, t'as le muscle complètement tétanisé, ou c'est finalement des sauts de chat d'une prise à une autre qui te demandent tu vois, d'avoir un peu de puissance, mais surtout de l'explosivité. Bon, tu restes rarement 1 minute sur une prise, ou Ouais. alors c'est mauvais signe parce que t'arrives pas à faire le mouvement suivant. Et ça arrive, hein, il y en a qui, tu vois, arrivent pas à faire le mouvement suivant, qui pendant 1 minute vont bloquer, pas trouver la solution, et puis au final, finir par faire le mouvement. Mais bon, c'est quand même des situations assez rares. En général, bah, tu montes quand même relativement vite dans la voie. Heu et par contre, il y a des mouvements ou des prises qui demandent, bah, de s'y attarder un peu plus parce que c'est plus technique, plus fuyant. C'est des pressions qu'il faut que tu exerces dans certains sens, du coup ça prend du temps. Et après, bah, avec l'expérience, encore une fois, tu arrives à réduire, enfin ou à accélérer dans les voies. Moi, c'est quelque chose que je travaille, encore là, d'avoir un bon rythme quoi dans les voies et de pas être trop lent. Mhm. Mais du coup, ça dépend vraiment, c'est variable en fonction Ok. de ton niveau, en fonction des voies, des profils, etc. Ok. T'expliquais un peu plus tôt que ce qui t'a amené dans la discipline, c'est ce souhait de te professionnaliser dans l'univers de la montagne. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as en tête et avant ça, d'ailleurs, par curiosité, c'était quoi que tu visais? C'était guide des hautes montagnes, autre chose? Ouais, bah, depuis que je suis toute petite, en fait, je veux être guide, Ok. et voilà. Dans les Pyrénées, c'est vrai qu'il y a moins de structures, enfin, il y a pas de structure, en fait. Il y a des sections montagne, mais qui sont pas aussi poussées, structurées que ce qu'il peut y avoir dans les Alpes. Là, à Moutier, tu vois, pour t'expliquer un peu, c'était un bac en 4 ans au lieu de 3. Et du coup, on avait des horaires aménagés où on passait beaucoup de temps en montagne tout l'hiver. Et puis après, on était en cours, pas beaucoup, mais le reste du temps. Et là, ben, en ce moment, du coup, je suis à la fac à Chambéry et c'est un peu pareil. Je suis en STAPS, mais en études aménagées aussi. Donc, c'est super. Ça me laisse beaucoup de temps, bah, à la fois pour m'entraîner pour le dry tooling et aussi pour avancer ce projet guide, passer beaucoup de temps en montagne et voilà, progresser dans les deux aspects, quoi. Ok. Et Ok. Ok. c'est aussi ce qui me permet d'avoir un équilibre. Pour le coup, je serais incapable de faire que de l'escalade sur glace. Et là, le fait d'avoir la montagne à côté, alors en pleine saison, c'est sûr quand il y a les compétitions, c'est difficile de faire les deux. Mais par contre, tu vois, là, la saison, elle se termine et de pouvoir aller dehors, hem, faire un peu, bah, il y a plein de voies qui me font rêver, et cetera. C'est sûr que c'est hyper motivant aussi et ça fait un peu soupape de décompression. Ouais. Ouais. Bah, c'est génial, en tout cas, que guide, ce soit toujours l'objectif affiché pour toi. Ouais, carrément. Bah, ça va prendre du temps. Je pense pas du tout y aller bientôt. Enfin, j'ai envie d'avoir une bonne expérience, un bon vécu en montagne avant d'y aller. Mais c'est sûr que c'est un peu le truc qui a drivé ma vie jusqu'à maintenant. Mhm. Et T'as déjà réalisé des voies, du coup? Parce qu'il y a une liste. Il y a combien? Il y a 30 courses à faire, c'est ça? Une trentaine? bah, là maintenant ils l'ont changé depuis 2 ans et il y en a 55. Ah ouais, ok. Après, enfin, je pense qu'il faut aussi démystifier la chose. Si tu fais de la montagne depuis un petit moment, la liste, elle se fait quand même assez vite. Et souvent, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent 1 an ou 2 ans, tu vois, pour faire toute leur liste. Mhm. Et du coup, c'est sûr que là, c'est un peu la mission. Bah moi, j'ai la chance d'avoir mis le pied dedans depuis que je suis toute petite, d'avoir rencontré aussi les bonnes personnes. Et du coup, au final, la liste, elle s'est faite un peu au fur et à mesure sans même y Oui, faire oui. trop attention. Voilà. Et donc là, il me reste, je sais pas, je crois 3 4 000 parce qu'il y a là, maintenant, il faut faire des 4 000, des sommets de 4 000 mètres imposés. Et c'est vrai qu'en venant des Pyrénées, c'est pas, c'est un peu compliqué. Mais non, la liste du coup, globalement, elle est quand même bien avancée. C'est plus tout ce qu'il y a autour, aussi se sentir prêt dans la tête. Ouais. Enfin voilà.
Excellent. Ah là là, excellent. Sachant que tu grimpes aussi pas mal, enfin en tout cas pas mal, je sais pas, mais je suis allé faire un tour sur t'as un blog Ouais. qui est en description d'ailleurs de l'épisode, donc allez voir si vous voulez lire et surtout voir des photos de ce que Ilona grimpe. L'article que j'ai lu, c'est le dernier, c'est celui où tu es parti en Grèce, dans un coin que je En connaissais pas, les Grèce. météores. Ah oui, exactement. Et les murs, il y a une photo en particulier, alors je crois que c'est je sais pas si c'est un pote ou ton compagnon, mais Ah oui, quelqu'un c'est qui mon grimpe, copain, ouais. ton copain, qui grimpe avec toi et tu prends la photo d'au-dessus. Et quand je vois cette photo, je me dis, mais c'est mort, pas possible, jamais de la vie, je pourrais faire un truc comme ça. Pour ceux qui n'auront pas le temps d'aller voir ou qui sont en déplacement, en gros, c'est un mur complètement vertical. Voilà, absolument complètement vertical. Alors, je sais pas combien il fait de hauteur. Tu l'as Celui en tête? qu'on a grimpé 200 mètres, hein, c'est assez court pour Ah une grande ouais. voie. Wow. Donc voilà, ça typiquement c'est quoi? C'est le genre de paroi que t'aimes bien ou c'est finalement pas assez technique parce que bah tout vertical et basta. Et ben là, c'était les vacances, donc je venais de finir ma saison Ok. de dry, enfin ouais, ma saison de compète, et le but de partir en Grèce, c'était vraiment de partir sans objectif, juste bah, voyager, enfin mettre un peu le nez dehors et voyager sans se prendre la tête. Donc les météores, c'était incroyable pour ça, c'est que on a grimpé, mais tu vois, sans se faire peur, sans je comprends que pour des gens qui pratiquent pas l'escalade, ça paraisse fou, mais après, bah, encore une fois, dès que tu mets un peu le pied dedans, Mhm. pour une grande voie de 200 mètres, c'est pas énorme. Enfin, voilà, rien d'extraordinaire. Et et voilà. Après, des fois, c'est sûr que quand je pars en montagne, c'est pas la même, c'est pas les vacances comme ça, et c'est un peu plus éprouvant physiquement et éprouvant mentalement. Là, pour le coup, la Grèce, c'était juste vraiment trop chouette. On a rencontré des personnes incroyables, vécu des trucs vraiment cool, et on a été bien dépaysés. Donc, c'était plus l'objectif du voyage pour le coup. Ok. J'ai une question par rapport à un autre de tes trips en Écosse, celui-ci sur le Ben Ouais, Nevis. là, c'est pas la même ambiance, par Ouais, et exemple. ben exactement. Et alors moi j'ai jamais eu la chance d'aller en Écosse. Par contre j'ai échangé avec pas mal de gens. Il y a un challenge. Alors je sais plus comment il s'appelle où il y a euh, trois pics à rejoindre en moins de 24 heures. C'est un invité qui s'appelle Nahuel Passerat qui l'a fait Ok. en 23 heures. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que je suis quasi sûr que dans la liste il y a le Ben Nevis. Et c'est vrai qu'assez souvent, quand je dis à des gens que j'aimerais bien aller faire un tour en Écosse, que les conditions sont difficiles, je leur parle de la Spine Race. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. C'est un ultra, je sais même pas si on va appeler ça un ultra trail, un ultra qui a lieu en janvier au départ euh, de Fort Williams. Ah ouais. Et donc c'est en plein hiver. Enfin c'est vraiment c'est abominable. Tu dors. Il faut s'orienter à la Ouais, je carte vois bien GPS. l'idée. Enfin vraiment infernal, tu vois. Et les gens me disent ah mais c'est l'Écosse, c'est plat. Donc systématiquement je leur dis mais je crois que c'est pas très. Il y a pas des altitudes de fou, mais je crois qu'en termes de météo c'est complètement dingo. Donc toi qui es allé, c'est quoi les conditions que tu as trouvées là-bas? Parce que sur les photos, si tu sais pas que c'est en Écosse, ça pourrait tout à fait être au cœur des Alpes, en fait, ce que je vois là. Ouais, bon, les photos, on partait en fait, donc Simal, juste pour la petite histoire, c'est un de mes sponsors maintenant depuis 6 ans, je crois. Et du coup, quand on a eu ce projet pour le Ben Nevis, on leur en a parlé et tout de suite, ils se sont hyper motivés. Et du coup, ils nous ont aidés à financer le voyage en échange de photos. Donc, toutes les photos que tu vois sur le blog, c'est des photos qui avaient vocation à vendre les produits Simal. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les photos où il y a de la neige partout, où il y a du vent, où il pleut, parce que c'est pas très vendeur, tu vois. Mais sinon, les conditions là-bas, c'est quand même vraiment difficile. Enfin, ça a rien à voir avec le climat des Alpes. Euh, Bah, juste pour te raconter une petite anecdote, le premier jour, donc on part de Fort William et on arrive au parking du Ben Nevis. On était à fond, en fait, on est allé là-bas en voiture. Donc du coup, on s'est quand même tapé, je crois, 26 heures de voiture ou un truc comme ça. Et c'était incroyable parce que bah, c'est avec des super copains.
Donc voilà, c'était trop chouette. Mais on est arrivé là-bas, on était vraiment gonflés à bloc, on avait envie de prendre l'air, quoi. Et donc, on voyait la météo catastrophique, la pluie, et on se disait un peu, bon, on y va, on y va pas. Au moins, on va faire un tour, même si c'est pour pas grimper au final. Mais tu vois, on va voir la face, on va voir un peu repérer les voies. Et en fait, on arrive là-bas au parking, et on se dit, avant d'arriver au parking, on se dit, de toute façon, il y aura personne. Enfin, il fait trop mauvais, quoi. Et on arrive là-bas, et le parking était plein. Et là, on se dit, bah, hyper étonnant, on va peut-être croiser des gens avec cette météo. Et il pleuvait des cordes, hein. On sort de la voiture, et en fait, on fait toute l'approche, donc je crois qu'il y a 2h30 de marche. On arrive au refuge, il y a une petite cabane, on se met à l'abri, et puis là, pareil, bah, la cabane pleine, les Écossais qui partent grimper comme si de rien n'était. Ah ouais. Et Oh, nous, punaise. on était là, mais c'est qui ces gens bizarres qui grimpent sous la pluie et sous la neige? Et bah, en fait, on les a imités, hein. On est parti grimper comme si de rien n'était. Et c'était hyper déroutant, parce que c'est vrai qu'en France, enfin, c'est pas du tout notre mentalité. Dès qu'il y a un millimètre de pluie sur la météo, on sort pas pour pas être mouillé. Et là, vraiment, ça se comptait plus en millimètres. Enfin, c'était vraiment, il pleuvait tellement. Et au final, bah, première journée, on fait le sommet du Ben Nevis, et c'était assez fou de se dire que, enfin, un peu d'où, tu vois, on était venu en voiture, tout était, je pense, un peu décuplé. On était hyper contents, on a fait une toute petite voile le premier jour, mais le fait d'arriver au sommet, après tout ce trajet, avec cette météo quand même, enfin voilà, c'était hyper drôle et c'était une bonne leçon. Et au final, bah, les jours suivants, on s'est rendu compte que c'était vraiment la météo normale de l'Écosse. On n'a pas grimpé un seul jour sans pluie, mais on a eu du soleil aussi. Franchement, on a eu quelques hold-up, des moments dans la journée, ou une fois où on est arrivé au sommet plein coucher de soleil, là, c'était incroyable. Mais bon, pour vivre ces moments-là, il faut accepter après de passer tout le reste de la journée dans le froid, le vent, la pluie. Et non, franchement, c'était trop trop chouette comme voyage. Hyper Bon, hyper tu enrichissant. recommandes l'Écosse. Alors, je recommande pour ceux qui sont prêts à à être, enfin, il faut être assez au clair avec les conditions que tu vas trouver, quoi. Par contre, franchement, c'est hyper formateur, même en termes de d'alpinisme. Avant, c'était assez à la mode, parce que c'est pas du tout équipé, c'est assez difficile de se protéger. Enfin, voilà, en fait, c'est une montagne qui est toute petite, et qui a, j'ai envie de dire, pas trop d'allure. Et au final, ces lignes, enfin, c'est assez fou. Les voies que tu y trouves, ouais, c'est hyper chouette. Quand tu reviens après dans le massif du Mont Blanc, qui est très équipé, très fréquenté, etc., c'est sûr que c'est pas vraiment la même chose. Ouais. Et du coup, ça t'a donné envie de repartir sur ce genre de destination, tu vois, un peu plus sauvage, ou finalement le côté bien, bien équipé de nos Alpes à nous te va bien? Non, bah moi quand même j'aime bien, tu vois, en venant des Pyrénées en plus, j'aime bien qu'il y ait pas trop de monde, Ouais. qu'il y ait pas trop de matériel en place, enfin voilà. Après, bah, le Mont Blanc, c'est sûr que ça a aussi plein d'autres aspects positifs, l'accessibilité, etc. C'est sûr que là-bas, tu peux faire des 4000, enfin, t'es hyper vite haut en altitude, là où ailleurs, il faut faire 2 jours d'approche pour grimper. J'aime bien les deux, mais je passerai pas tout mon temps dans le Mont Blanc. Alors que je pense que je pourrais passer toute ma vie dans les écrins ou dans les Pyrénées, voilà, dans Hmm. des massifs un peu plus sauvages. Bon, bah, a priori, le jour où tu seras guide, ce sera plutôt par là-bas que tu iras guider. Ouais, bon, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait, mais bah j'espère, hein. Yes, trop bien. Excellent. On a parlé de plein de choses positives. Là, tu viens de nous raconter une expérience qui a été bien formatrice, entre autres parce que c'était difficile et pas vraiment les conditions que tu avais habituellement. Est-ce qu'il y a une course, une expérience, ou même une expérience en général, en dehors de l'escalade sur glace ou du dry tooling, que tu as vécu en montagne, particulièrement difficile, dangereuse potentiellement, mais qui a été finalement hyper formatrice? Bon, je pense qu'il y a eu plein de, forcément, à chaque sortie, quand même, t'apprends des choses. Je
pense pour l'instant, la course qui m'a le plus marqué, c'est un projet qu'on a eu l'année dernière. Enfin, en fait, c'est le projet d'un copain à la base, qui était de faire Coste Rouge, qui est une voie à l'aile froide centrale dans les écrins. Je sais pas si tu connais. Alors, je connais le Aile Froide vers le pré de Madame Carl, mais je sais pas si c'est là. Et ben ouais, l'aile froide, c'est un sommet qui est au-dessus, à côté Ok. du Pelvoux Ok. et de la barre des écrins, quoi, pour situer Ok. un peu. Et donc, un jour, il m'a appelé et tout, et c'est une course qui me faisait rêver quand même, cette voie-là, qui est pas spécialement très technique et très difficile, c'est juste assez long. Et bon, engagé quand même. Parce que le caillou est pas bon, l'itinéraire est assez complexe, et aussi t'es un peu loin de tout, t'as pas de réseau, donc t'es quand même bien vite isolé. Et donc ça, en 2 jours, c'est le genre de course, je savais très bien que j'en étais capable. Et par contre, lui, son projet, c'était de faire ça à la journée. Donc en fait, ça faisait quand même, enfin sur les topos, alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que t'as 4 heures d'approche, 4 ou 5 heures d'approche, quelque chose comme 10 heures de grimpe, et encore 5 heures, voire un peu plus de Ah oui. descente. Ok. Donc ça Une fait belle journée, quoi. une bonne journée avec je crois 2005 ou 2006 de dénive. Et c'est vrai, et en plus, bah moi du coup, je pense que tu l'auras compris, j'ai plutôt un profil technique que endurant. Mhm. Et donc j'avais plus l'habitude, enfin dans ma pratique, j'avais plus l'habitude de faire plutôt des voies verticales, en grimpe ou en glace ou en mixte, pas trop longues, enfin voilà. Et du coup, quand il m'a parlé de ça, au début, je lui ai dit, bah, franchement, je crois que c'est pas possible. Je suis pas capable, quoi. Ça va pas, c'est trop dur pour moi. Je suis pas la bonne personne. Et puis, il me dit quand même, il me dit, mais si, en fait, enfin, je suis sûre que t'en es capable, réfléchis-y. Et puis, en fait, les jours suivants, j'arrivais limite pas à dormir parce que je me disais, mais en vrai, le projet est tellement fou. Et si je m'entraîne, c'est sûr que je peux y arriver, quoi. C'est, tu vois. Donc tout le printemps dernier, quand même, j'ai pas mal axé sur justement l'endurance, faire plus du plus facile mais plus long, des trucs à la journée, pas trop dur, etc. Et puis, bah, on a fini par faire Coste Rouge à la journée, qui s'est trop bien passé. Et je m'étais tellement mise la pression, en fait, en me disant que j'allais pas y arriver, j'allais trop en chier et tout, que je suis arrivée là-haut au sommet. Franchement, je pouvais encore continuer. C'est vrai. Enfin, il me restait des forces quand je lui disais à Hubert, il s'appelle, je lui disais, mais en fait, ça va, c'est ok, je crois, tout va bien. On était tous les deux hyper étonnés que ça se soit passé aussi bien. Enfin, on s'était tous les deux, tu sais, tu t'attends quand même à ce que ça soit dur à des moments Mhm. et tout ça. Et en fait, bah, forcément, sur 16 heures d'effort, enfin, on a forcément des coups de mou, mais l'autre prenait le relais, et puis après, ça s'inversait. Enfin, en fait, c'était hyper, pour le coup, c'est vraiment une cordée qui marche bien, un copain avec qui j'ai l'habitude de sortir. Donc, je pense ça m'a vraiment aidé, tu vois, dans le truc de, bon, bah voilà, je suis capable de faire ce genre de choses. Il suffit de se faire confiance au final. Et d'accepter de partir pour un effort de 22 heures sur une journée de 24. Ouais, exactement. De se lever à minuit et demi alors que tu t'es couché à 23h30. Mais oui, Ouais. clairement. Excellent. Donc, je pense, Excellent. pour finir sur ça, je pense juste que, tu vois, c'est le genre de course, il y en a eu d'autres, mais qui m'a permis d'ouvrir un peu mon champ des possibles, tu vois. Je me mettais des barrières, et là, clairement, de faire ça, c'est rien d'extraordinaire, mais en tout cas, pour moi, ça a eu un impact, enfin, ça a eu l'impact de faire tomber quelques barrières et de me dire, bah, ok, en fait, bah là, du coup, j'avais 19 ans. J'ai 19 ans, mais là, je suis complètement, enfin, je suis à ma place dans ce genre Ouais. de voie, quoi. Ça, c'est fabuleux des expériences comme ça, parce que comme tu dis, c'est ce qui te permet de repousser, d'amener cette espèce de plafond de verre qu'on s'imagine tous avoir un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Carrément, ouais. Et c'est une super anecdote.
Excellent. Eh ben, écoute, un immense merci Ilona. C'était un plaisir déjà d'en apprendre plus sur ta discipline et puis bien sûr de comprendre un peu mieux ton parcours, tes motivations, ce qui te plaît dans ce que tu pratiques aujourd'hui et tes aspirations pour la suite. Donc moi une nouvelle fois un grand merci puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je te propose qu'on se retrouve, écoute, quand tu seras guide, quand tu auras gagné encore un peu plus d'expérience, que tu viennes nous raconter un petit peu comment tout ça se passe. Et j'espère avec grand plaisir revenir. Merci beaucoup Ilona, très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Ilona jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez trouvé aussi intéressant que moi si vous ne connaissiez pas l'univers de l'escalade sur glace, du dry tooling et tout ce qu'on a pu évoquer ensemble. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous le savez, je vous le répète à chaque épisode, c'est une excellente manière de remercier ces invités qui prennent un peu de leur temps pour venir nous parler de leur parcours. J'en profite également pour remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, ça se passe sur le site internet Tipeee, tipeee.com/les-frappés. C'est à partir de 1 € par mois et je vous garantis que chaque euro aide énormément. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les frappés!